nous faire le récit complet d'une intégration sur AWS, et dans le but à la fois d'être capable de régulièrement livrer en production, mais aussi de garantir en même temps des performances très importantes, comme le demandait un client comme Beansport. Donc l'agenda que je vous propose pour cette session, c'est d'abord voir une introduction de Beansport et les défis à relever qu'il y avait chez eux, de voir un carnet de chantier complet et de récit de la construction avec Alaeddin, et puis de voir un exemple concret de pic de trafic sur cette plateforme Beansport avec la finale de la Ligue des Champions, et ensuite de voir les différents bénéfices qu'ils ont pu tirer de cette migration sur la plateforme AWS. Donc je suis ravi d'accueillir aujourd'hui John Matthews, qui va nous parler un peu plus de Beansport et de son activité au sein de Beansport. Alors il nous fait le plaisir de venir d'Angleterre et donc de parler anglais. Donc j'espère que vous serez assez gentil avec lui. Il sait dire quelques mots en français, peut-être on y aura droit. John, the floor is yours. Merci beaucoup. Thank you very much. It's a real pleasure to be here. I'm the head of product for the beIN Media Group, a big multinational corporation headquartered in the Middle East, but with operating companies all around the world. We are indeed a global sports and entertainment media group with 60 channels on 5 continents, in 43 countries and 7 languages. And I manage the products that are released in these countries. Some statistics. We have about 25 million unique users around the world, 537 million page views, 187 million video views, and our social followers exceed 35 million. So we have a broad and deep reach in various markets around the world. Now, some of you may or may not know the beIN Media Group. It was started in the Middle East as part of Al Jazeera. It was spun off into an independent company a number of years ago and was branded as beIN Sports here in France. I used to work for an agency in London called Perform. beIN was my client. And beIN took the decision to internalize its product strategy, taking it away from an external agency, hiring me in-house to rebuild their entire content platform. So I pitched my vision of a core platform and an API-led strategy, and beIN brought me in to make it a reality. Simply put, well, yes, we had to rebuild. Simply put, we wanted the freedom to distribute the best sport content anytime, anywhere, across multiple screens, web, mobile, connected devices. We also wanted the interoperability to integrate with best-of-breed partners via scalable APIs. Our guiding principles were and remain: platforms and ecosystems are more powerful than one-off products. Platforms enable innovation and open up new ways to monetize our content, and beIN chose Smile as a development partner to make this vision a reality. And it is my pleasure to turn this over to Smile. Thank you very much. Thank you, John. Je vais reprendre la présentation en français à partir de maintenant. Vous l'avez vu, le service que Beansport a voulu concevoir repose sur plusieurs briques. Là, si vous ouvrez votre navigateur, vous allez sur www.beansport.com, c'est bien ce projet dont on parle aujourd'hui. Ce projet a non seulement une partie frontale, donc site web, une partie CMS pour l'édition du contenu, et enfin une API. L'API va servir pour les partenaires, pour leur délivrer les informations, les articles, les news du site, puisqu'on parle de sport, donc il y a beaucoup de contenu en live que l'on doit partager, notamment des résultats de match. Et cette API va être utilisée également par les applications mobiles. Là, on aura la certitude que le même contenu sera partagé partout. Ceci est notre objectif. Pour ce faire,
Pour répondre aux exigences d'un client comme beIN Sport, on s'est fixé plusieurs défis à relever. Le premier, c'est déjà d'assurer des performances constantes. Des performances constantes, le but, c'est quand même de garantir des performances constantes pour l'utilisateur. Il faut que l'utilisateur soit bien sur le site. Il ne faut pas qu'il y ait des temps de réponse trop longs. Quand il veut voir un résultat de match, il faut qu'il l'ait très rapidement. Quand il veut voir sa rubrique de sport, il faut qu'il puisse la trouver vite. Il va falloir aussi se concentrer sur le chargement rapide des médias. Quand on prend des photos sur un terrain, on veut qu'elles soient en haute définition, il faut pouvoir les délivrer vite à l'utilisateur. Ceci est vraiment très important, notamment dans le contexte très concurrentiel qu'est le sport en ligne. Là-dessus, on voit bien un peu tous les acteurs qui vont avoir besoin d'interagir avec le site. Le défi, en fait, c'est d'assurer des performances constantes, quelle que soit l'heure de la journée. Il n'y a pas de notion d'heure ouvrée, en fait. On parle d'une plateforme internationale. Donc les points d'attention, ça va être de ne pas dégrader les performances quand on agit en back-office, donc quand on ajoute du contenu. Il va falloir également garantir pour les partenaires l'ingestion automatique permanente de nouveaux contenus, qui peut arriver n'importe quand, et également, je l'avais déjà dit, le rafraîchissement des pages. Le second défi, c'est qu'il va falloir quand même travailler sur cette plateforme. Cette plateforme doit évoluer constamment pour répondre aux besoins du marché. Donc, on va avoir des demandes de mise en production très fréquentes de la team business. On va également, j'avais déjà dit, ouvrir des nouvelles rubriques, ajouter des nouvelles langues. Pour information, le site aujourd'hui est disponible en 7 langues différentes. Et également ouvrir des nouveaux services API, donc pour parler un peu technique, des endpoints, en fait. Un jour, on va décider qu'on va servir un nouveau type de contenu, par exemple un nouveau type d'article sur un nouveau sport, une nouvelle catégorie, il va falloir créer un nouveau endpoint et donc le servir rapidement. Ce qu'on va s'imposer, c'est qu'il n'y a pas de page de maintenance pour faire tout ça, pas de baisse de performance non plus. Donc l'administrateur qui agit là, il peut agir n'importe quand, mais on ne coupe pas le service. Troisième caractéristique, il faut que le service soit élastique. Qu'est-ce que l'élasticité ? Ça veut dire que on sait qu'on va partir, une fois qu'on va s'engager en production, sur un service qui va évoluer assez souvent. Ce qu'on souhaite, c'est pouvoir ajouter ou supprimer des machines virtuelles à la volée. Il faut que ce soit simple et facile. Il va également falloir déployer des nouveaux éléments AWS pour répondre aux besoins du projet. Là-dessus, notre vrai défi, c'est de répondre vite aux besoins business et de s'adapter au trafic qui peut fluctuer, notamment quand on a un événement sur lequel on va revenir, comme une finale de Ligue des Champions, sur lequel on va voir arriver sur le site énormément de visiteurs d'un coup. Quand cela arrive, on souhaite que les ressources dont on a besoin s'ajoutent automatiquement pour ne pas perdre de temps. On ne veut pas être dépendant d'un ingénieur en astreinte, parce que, quelle que soit la partie du monde où vous êtes, votre ingénieur dort de temps en temps et s'y met plus de 10-15 minutes à établir un diagnostic et à agir là-dessus, vous occasionnez déjà des lenteurs pour vos utilisateurs, et du coup, restez proactif. Donc, on veut qu'une plateforme comme beIN Sport puisse tenir sur 3 hosts ou 20 hosts, indépendamment de l'heure de la journée. Enfin, la dernière exigence, c'est évidemment la résilience. On souhaite que la plateforme soit redondée, on souhaite éviter les SPOF, on souhaite éviter les incidents qui peuvent arriver, même avec une plateforme comme AWS qui présente l'une des meilleures disponibilités au monde, on peut quand même avoir certaines pannes. Là-dessus, l'exigence d'un client comme beIN Sport, c'est de dire on souhaite quand même être capable de récupérer d'un incident comme ça, si jamais on perd une zone nationale. Donc là, vous aurez reconnu les 2 pays qui sont en grisé, je pense, l'Irlande et l'Allemagne. Ce sont les 2 pays que nous avons choisis pour le projet. Enfin, on va s'imposer quelques règles sur ce projet. Il y a des développeurs, il y a des administrateurs système. Une des règles qu'on va s'imposer, c'est d'isoler les environnements drastiquement. On va s'interdire de faire communiquer la pré-production avec la production, s'interdire de faire communiquer la recette avec la production. On va éviter tous les risques. Et la réplication de la production va être indispensable, puisqu'on ne peut pas supporter un incident où on perd des données sur cette plateforme. À partir de maintenant, je vais raconter un petit peu comment s'est faite la construction de ce projet, et on va se rendre compte qu'au final, c'était quelque chose qui est parti de briques très très simples, en fait. Il n'y a pas eu forcément besoin de faire compliqué pour répondre à des exigences aussi ardues. Déjà, on a commencé à choisir notre terrain. On ouvre notre compte Amazon, et à partir de là, si vous l'avez déjà utilisé, vous commencez par choisir votre région. Donc nous, notre région de base, c'était en Irlande. Pourquoi l'Irlande ? Parce que l'Irlande, en fait, c'est proche de nos clients.
c'est proche de nos principaux clients qui sont pour le service Beansport, l'Europe et la région MENA, donc Moyen-Orient et Afrique du Nord. Le but, c'était que nos administrateurs étaient aussi pas très loin de l'Irlande, notamment en France, et enfin rester proche de nos partenaires qui étaient également en France, notamment notre partenaire Dailymotion. Donc là-dessus, on remarque que la région, ça pour faire un petit rappel, la région est divisée en zones de disponibilité. Ça va être parfait pour notre projet pour assurer une bonne résilience et une bonne tenue sans qu'on perde le service parce qu'une zone est tombée. Une fois qu'on a cette zone, on est parti, on a créé notre VPC, tout simplement. Là-dessus, on a voulu isoler directement notre projet, donc on s'est créé un VPC, on s'est créé un sous-réseau qui va marcher sur toutes ces zones de disponibilité. C'est idéal puisque, en fait, certains objets AWS dont on va avoir besoin par la suite seront liés à ce VPC. Donc ils vont avoir une patte directement dans ce cloud. On prend le même VPC, là on va le découper en sous-réseaux. Les sous-réseaux, eux, on va en avoir besoin pour créer les objets atomiques, comme les machines virtuelles et les bases de données. Les sous-réseaux, ils ont tous un cadenas, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on va les isoler en fait. Et là, on va déjà répondre à un premier besoin. C'est que, comme on va isoler les sous-réseaux, on va déjà empêcher la production de parler à la pré-production ou la pré-production de parler à l'environnement de testing. En fait, le but, c'est de montrer que si on veut respecter ces exigences-là, il faut le faire au plus bas en fait. Il faut commencer par voir le design de la plateforme. Ça va aussi être pratique pour isoler par exemple des composants vraiment critiques. Une fois qu'on a nos sous-réseaux, le but, ça va être de créer déjà notre première machine virtuelle. Il va falloir au moins faire une première release de notre application. On suppose qu'on a déjà une première version codée, une version 0.1. Là-dessus, on a commencé tout simplement par créer notre première machine virtuelle. Nous avons commencé ensuite à choisir son gabarit. On est parti sur une M4 large, donc quelque chose qui donne comme 2 vCPU, 8 Go de RAM. À partir de là, on a décidé juste d'un sous-réseau parmi ceux qu'on avait. Alors, on a commencé avec 2 cas. Donc, le premier cas, c'est que quand vous créez une VM, il va falloir que vous stockiez vos données quelque part. Donc, nous sommes déjà partis sur l'EBS. Donc, vous attachez juste un disque dur à la VM. C'est comme ça qu'on a fait. Mais il y a aussi l'autre possibilité qui est de partir directement sur l'Instant Store. L'Instant Store qui va être fourni avec certains gabarits qui vous permettent en fait de mettre vos données, mais de manière volatile en fait. Vous vous engagez en fait à ne pas les conserver ces données-là. Vous avez juste besoin que la VM tourne et qu'elle puisse écrire sur un disque. Mais ces données-là, il ne faut pas trop y tenir. Là-dessus, une fois qu'on a créé notre VM, on va configurer quand même un accès parce qu'on n'oublie pas que le VPC est isolé. Donc là-dessus, on a commencé à attribuer une IP élastique. Le premier cas, c'est que dans le schéma de gauche, on attribue directement l'IP élastique à la VM. C'est bien parce qu'on lui fait parvenir du trafic depuis l'extérieur. Là où on a pu un petit peu améliorer les choses, c'est qu'on s'est dit, les VM, elles n'ont pas forcément besoin d'avoir du trafic depuis l'extérieur, elles peuvent passer par ce qu'on appelle une instance de NAT. En fait, elle va avoir une instance devant elle qui, elle, va gérer ce trafic-là. Pourquoi ? En fait, ça va être surtout utile pour faire sortir son trafic à cette VM-là. Une fois qu'on a créé notre machine virtuelle, on va commencer par créer une base de données. Là-dessus, assez simple, on est parti sur le service RDS. Donc RDS fournit une base de données MySQL. Notre projet tournait en Symfony, donc c'était idéal. Là-dessus, on a rangé les données et puis on a activé une option qui était le multi-AZ, qui nous a permis en fait de répliquer les données dans une autre zone de disponibilité. Là, on a déjà respecté notre besoin de redondance. C'était vraiment exactement ce qu'il nous fallait. On a une bascule automatique, donc si on perd la zone du milieu, on peut basculer directement automatiquement sur la zone de droite, sans perte. L'application instance qui est à gauche va directement, en passant par l'endpoint du RDS, basculer elle-même. Donc il n'y aura pas de ressenti pour les utilisateurs. Alors pourquoi on avait attribué une Elastic IP tout à l'heure à une instance de NAT ? C'est qu'en fait notre trafic, nous on avait pour idée de l'amener via un load balancer. On a commencé le service comme ça. Donc on s'est dit, créons des copies du code, mettons-les sur des instances EC2, nous créons un load balancer, et là-dessus, le load balancer va directement acheminer le trafic entrant. Je précise bien entrant. Les machines virtuelles, elles, vont toutes utiliser le MySQL maître qui est appliqué sur la zone de slave. Donc en fait, comme le load balancer gère le trafic entrant, le trafic sortant, lui, va également
passer par ce load balancer-là, sauf le trafic qui est initié depuis la VM qui, lui, va passer par l'instance de NAT. Ce qu'il faut savoir, c'est que Amazon dimensionne automatiquement la capacité du load balancer. Vous n'avez pas à vous en occuper, en fait, directement. Vous avez juste à viser, au départ, le gabarit des instances et à connecter le load balancer dessus. Le load balancer va venir avec un nom endpoint. Pour ouvrir le service, on a juste déclaré en alias DNS le nom www.beansport.com en alias de cet endpoint, de ce load balancer. Et là, on a déjà un service de production qui peut à peu près tourner, avec une bonne dose de redondance, puisque on respecte le principe du multi-AZ partout. Comment en faire plus? Et bien là, en fait, l'idéal, ce serait de ne pas créer seulement 3 VM, mais plusieurs VM. Là, on peut partir sur 9 machines virtuelles en même temps. 9 machines virtuelles, ça fait quand même du travail à exploiter pour un administrateur système. Ce qu'on a imposé, quand on a discuté du début du projet entre administrateur système et développeur, c'est qu'on s'est dit, l'idéal, ce serait quand même d'avoir des VM qu'on puisse supprimer à tout moment. Oui, mais si on supprime des VM à tout moment, on va perdre les données qui sont dessus. Donc le but, ça va être de passer en mode stateless. C'est de se dire, on va s'interdire de stocker des données directement sur la VM. Comment c'est possible? Eh bien, vos données, vous les mettez ailleurs. Là, entre autres, elles sont rangées en base de données et les VM vont juste servir de guichet pour servir ces données aux clients. C'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à atteindre, puisqu'il faut vraiment s'interdire de laisser des données sur la VM. Et si vous ne le faites pas et que votre VM est supprimée, là, vous perdez des données et là, vous causez potentiellement un incident de production. Donc, ça implique beaucoup de discussions entre administrateurs système et développeurs. Pour créer ces machines virtuelles, comment on fait? Alors, vu qu'elles ont le même contenu, en fait, on pourra en faire un template, tout simplement. Donc, on copie le disque, et puis on part de ce disque-là pour créer à chaque fois le même contenu. C'est ce qu'on a fait au départ, mais après, on s'est dit, oui, mais le problème du template, c'est qu'il faut aussi le maintenir. Et comme on est un petit peu fainéant à Smile, on s'est dit, bah, ce serait bien quand même que la VM aille chercher son code elle-même, directement, pour se déployer. On crée une nouvelle VM, nous, on veut juste donner l'ordre à la console Amazon pour dire là, ce serait bien qu'on ait une VM de plus. Et bien, ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait bien que la VM, quand elle démarre, elle exécute un petit script qui lui dise tu vas sur GitHub, tu prends ton code, tu le déploies, tu installes les paquets dont tu as besoin et tu ouvres ton service directement. Donc ça, c'est quelque chose qui est rendu possible en fait avec le user data. Le user data, c'est quelques petites lignes de code que vous allez pouvoir ajouter à la création de votre VM qui va permettre de donner des instructions à la machine virtuelle pour se déployer. Ce mode-là a vraiment un gros avantage, c'est que si vous changez des choses sur votre repository GitHub, bah la VM, en fait, elle n'en a pas conscience. Puisque si vous lui dites de récupérer à chaque fois la dernière version de la release, vous n'avez pas d'intervention à faire, en fait. Tout se fait automatiquement. Votre VM, ce qui n'est pas précisé, c'est qu'elle peut aussi utiliser ses propres variables d'environnement, puisqu'Amazon vous donne la possibilité de mettre des métadatas sur vos conteneurs EC2. Elle peut utiliser ces métadatas que vous allez définir automatiquement à la création ou les rajouter manuellement pour lui dire de quel type est la VM. Est-ce que c'est une VM de pré-production? Est-ce que c'est une VM de testing? Est-ce que c'est une VM de production? Là, la release ne sera pas forcément la même. Effectivement, on a souvent tendance à mettre des releases plus avancées en testing. Là, je vais faire une petite parenthèse sur le service Beansport. Donc, je vous avais dit en début de présentation que le service Beansport, on a déjà un site web frontal, www.beansport.com. C'est le site qui tourne toujours aujourd'hui, qui vous sert les dernières news sportives sur plusieurs sports. Vous avez également l'API, qui est accessible sur api.beansport.com, avec les bons paramètres, évidemment, puisque c'est une API sécurisée, qui va fournir exactement le même contenu que le site et d'autres choses en JSON. Le truc, c'est que en fait, l'API, nous, la demande qu'on a eue en administration système, c'est qu'il faut qu'elle soit assez accessible pour le front et pour les applications mobiles. Pourquoi? Parce qu'en fait, le front, il ne parle pas directement à la base de données. Je vous ai un petit peu leurré. Le front, lui, est client de l'API. Il ne sait pas ce que c'est qu'une base de données MySQL. Donc là-dessus, il faut traiter le front comme si c'était un client. Donc on est parti au début sur le premier schéma. Donc on s'est dit, voilà, on va commencer par ouvrir le service www.beansport.com. Nous avons toute une possibilité de 3 VM là. Et là-dessus, notre exigence, c'était quand même que les communications entre le site web frontal et l'API doivent rester privées.
Et oui, exigence de sécurité, Internet n'a pas à voir forcément le trafic que passe le front pour utiliser l'API, notamment. Non seulement il est chiffré, mais alors en plus, il n'y a pas forcément d'intérêt à le mettre sur Internet. Là-dessus, la solution du load balancer interne était indispensable. Là-dessus, on a créé autant d'instances API que nécessaire, qui, elles, pour le coup, sont clientes du MySQL, qui lui a toujours son réplica comme d'habitude. Et puis, le jour où il a fallu ouvrir l'API, eh ben, en fait, on a juste créé un nouveau load balancer qui lui pointait vers les VM d'API, qui étaient elles-mêmes rangées derrière le load balancer interne. Donc là, on s'aperçoit qu'en fait, en une seule création d'objets, on arrive déjà à ouvrir un nouveau service de plus. Donc là, on a un petit peu l'architecture élastique qu'on voulait avoir sur ce projet. C'était de se dire, on peut passer d'une architecture à l'autre en peu de temps. C'est idéal pour le budget. Alors, pour servir des news, donc sous format texte, notre architecture était idéale. Mais maintenant, pour les médias, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on ne peut pas se permettre de récupérer 24 Tera de médias au déploiement d'une VM. En fait. Si la VM sert elle-même ses médias, on va vite avoir des problèmes de performance. Et c'est vraiment pas le but. Le second souci qu'on va avoir, c'est que si on doit déployer 24 Tera de médias par VM, bah, ça va prendre du temps et il faut être sûr que toutes les VM aient le même contenu également. Donc décision prise, bah, mutualiser le stockage des médias. Première solution, mise à disposition via NFS. Là-dessus, les VM, à leur création, montent un partage NFS sur lequel il y a les médias, puis elles n'ont qu'à les servir. Le problème, bah, c'était pas vraiment un problème en soi, c'est juste que le projet a été lancé en 2015. EFS, bon, on en avait déjà entendu parler, c'était pas tout à fait prêt à ce moment-là, mais on a eu envie quand même de tester autre chose. On est parti sur Amazon S3. Amazon S3, pour le rappel, c'est un peu votre corbeille à objets. Vous jetez un petit peu des objets dans cette corbeille, et puis Amazon S3 va déjà fonctionner comme un serveur web de partage de fichiers, et va vous dire, voilà, ok, merci, je te donne un endpoint AWS, définis-moi un nom de domaine en alias, et tes fichiers, je peux les servir. Tu peux me définir des politiques de sécurité, je les respecterai. C'est déjà une première solution d'hébergement en soi, d'hébergement de fichiers statiques, puisque là, il n'y a pas vraiment de calcul, en fait. Vous savez, un fichier, bon, Amazon S3 sait déjà le faire. Et on n'a pas besoin de machine virtuelle pour ça. Donc on a commencé déjà par gérer le projet comme ça. On a créé un bucket S3 pour la production, et puis bah, pour être ISO avec nos environnements, en fait, on en a créé à chaque fois un pour la pré-production, un pour le testing, un pour la recette, etc. Amazon S3, c'est aussi pratique parce que vous pouvez faire des synchronisations de conteneurs sans passer par un serveur externe. Ça aussi, c'est pratique pour économiser les coûts, notamment. Les coûts de bande passante, notamment en 30 et 100 ans. Alors, à partir du moment où on a commencé à héberger des images, là, on a eu une requête de développeurs qui nous ont dit « Ah, mais les images, c'est bien en fait, mais on aimerait bien les afficher sur plusieurs formats. » Pourquoi ? Parce que bah, on a quand même vendu un site qui était responsive, et le but, c'était également de pouvoir ne pas avoir forcément à stocker la même version d'image plusieurs fois. On peut stocker la miniature d'une image, on peut stocker l'image cropped, c'est-à-dire avec un morceau de la tête qui arrive juste au sommet. On peut aussi adapter l'image à plusieurs types d'appareils. Là, c'était un service qui était assez innovant. Alors, les développeurs sont venus avec une solution qui s'appelle Sunboard, qui tourne sous Python, et qui permet de transformer des images à la volée. Alors, comment ça marche ? En fait, si vous téléchargez aujourd'hui une image sur le site Beansport, vous allez voir que c'est déjà sur un autre domaine, donc image.beansport.com, qui était auparavant alloué uniquement au S3. Et en fait, dans l'URL, vous allez voir préciser les paramètres de l'image. Vous allez voir préciser souvent sa résolution et la qualité qui a été demandée pour cette image-là. Comment ça marche ? En fait, on s'est juste dit, ajoutons des VM entre les deux, tout simplement. Ce sera la couche de transformation d'image. Donc, Sunboard. Et puis, comme on veut toujours respecter nos principes, créons plusieurs VM pour assurer la redondance. On mettra un répartiteur de charge là-dessus, et à partir de là, notre domaine est capable de demander aux VM transformation de s'alimenter directement sur le S3 pour fournir l'image demandée avec les paramètres demandés. Tout cela de manière dynamique, et on ne stocke pas plusieurs versions d'une même image. Là-dessus, seconde requête. Alors, pour transformer une image, ça prend un petit peu de temps quand même. Ça prend notamment du temps CPU. Là-dessus,
notre but, c'est quand même de servir les images rapidement. Ce qui vient à l'esprit quand on veut servir des médias rapidement sur Internet, c'est quand même le CDN. Amazon vient avec son propre type de CDN, CloudFront. Là-dessus, nous avons juste mis devant le load balancer notre distribution CloudFront et le nom de domaine, on l'a non plus rattaché au load balancer, mais directement à CloudFront. CloudFront, lui, va mettre en cache directement tous les médias qu'on lui demande de servir. Attention quand même à prévenir les développeurs quand vous faites ça, parce que ça part en cache, mais de temps en temps, le cache, il faut quand même l'invalider. Parce que si on a besoin de changer une image, il faut quand même tenir au courant le CDN là-dessus. Nous, on s'est fait avoir sur ça, pour être franc. Donc toujours faire attention à cette requête d'invalidation. Alors, est-ce que c'est assez solide? On a activé le multi-ASI un petit peu sur toutes nos plateformes, mais que faire si on perd la première région? La première région, en fait, on a la nécessité de répliquer la base de données. C'est le composant le plus important de notre plateforme. C'est là où résident nos données, c'est ce qu'on ne veut surtout pas perdre. Notre code, lui, est externalisé, il est sur GitHub. Okay, là-dessus, c'est déjà le premier composant qu'on va répliquer, c'est ça. Donc, on va utiliser tout simplement un service qui existe, la Cross-Region Replication par Amazon, et on va se dire, voilà, c'est bon, on a un spare dans une autre région, donc EU Central 1 qui correspond à l'Allemagne. Ce spare, il est actif, ça respecte notre PRA, ça respecte nos RPO. Là-dessus, on va être OK. Et puis on va se dire, comment on fait pour basculer? Oui, il faut quand même maintenir un petit peu le service, donc il va falloir ouvrir le RDS. Ce RDS lui-même a déjà un réplica qui doit être prêt à servir parce que si on bascule, on veut basculer en quelques minutes. Peut-être se créer déjà des application instances qui sont déjà là, qui sont prêtes à servir, mais ça c'est moins indispensable parce qu'on peut les recréer et ça peut faire partie de la procédure de bascule. Pour peu qu'on ne mette pas 10 minutes à déployer une instance, on peut se permettre de ne pas en avoir ici. Alors là, il va quand même manquer quelque chose pour basculer, puisque là, OK, on a un réplica, mais pour basculer, on va quand même avoir besoin du DNS. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas partager une IP entre plusieurs régions Amazon. Un load balancer, lui, il est lié à la région, il ne peut pas bouger. Et les clients, eux, tout ce que connaissent les clients, c'est le nom en fait. C'est le nom de domaine www.beansport.com, c'est comme pour l'API. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser Route 53 de manière logique. À l'époque, on est allé voir notre client Beansport, on lui a dit, pour assurer ce besoin, on a juste besoin d'administrer la zone DNS. Donc nous sommes devenus administrateurs de la zone DNS Beansport. À partir de là, on a confié l'administration de cette zone à Route 53. Et en utilisant les fonctionnalités de Route 53, on a pu dynamiquement allouer le nom de domaine. On a pu déclarer en cible de ce nom de domaine le load balancer que l'on voulait. En fait. Cette procédure de bascule, je vais vous l'avouer, elle est restée manuelle. Pourquoi? Parce qu'on a quand même envie de voir si tout est en état avant de basculer automatiquement. Le but, c'est également de passer cette base de données de slave, donc read-only, lecture seul, en maître, donc autoriser les écritures. Mais à partir du moment où vous activez les écritures, il faut vraiment être sûr de ce que vous faites. Si jamais vous partez sur le split bind, c'est une catastrophe. Vous pouvez récupérer du split bind, mais ça demande quand même énormément d'efforts. Donc là-dessus, pour éviter le split bind, avant de basculer, on s'assure quand même que cette brique-là ne répondra plus. Il faut s'assurer que la région de gauche ne réponde plus. Et à partir de là, nous, on confie la décision à quelqu'un chez nous de dire, à partir de maintenant, le domaine Beansport va changer de région. Le but, c'est que cette procédure soit applicable en quelques minutes. S'il y a un incident véridique en Irlande, c'est, je crois, peut-être jamais vraiment arrivé de perdre la région, mais mettons, les clients ne vont pas forcément vouloir attendre plusieurs minutes avant de basculer. Donc là, il faut qu'on soit vraiment très réactif. On va prendre un cas concret, la gestion d'un pic de trafic comme la finale de la Ligue des Champions, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Là-dessus, voilà un petit peu notre plateforme très très simplifiée, je ne reviens pas sur l'API. Voilà notre groupe. Et là, ce qu'on s'est dit, en fait, on va partir sur quelque chose de nouveau, on va mettre des auto-scaling groups pour les instances. Plutôt que de les créer manuellement et de se dire, demain c'est la finale, on va peut-être créer 12 VM, ce serait bien quand même d'avoir quelque chose qui le fasse pour nous, parce que, comme je vous l'ai dit, on est un petit peu fainéant à Smile, et on aime bien que Amazon travaille pour nous. Du coup, on s'est dit, autant créer des auto-scaling groups dans les deux régions, d'un coup.
celui-là, ça ne m'embête pas qu'il reste à 0 en fait. Ça ne m'embête pas qu'il reste à 0 parce que j'ai pas forcément envie de mettre du budget là-dedans, surtout si le service est porté par la région de gauche. Là, c'est pareil. Cette base de données, elle doit tourner, par contre. Donc, c'est pas pareil, excuse-moi. Cette base de données doit tourner, par contre, parce que là, je veux que les données soient là. Par contre, cette brique-là, je peux mettre un auto-scaling group, le définir à 0. Pour définir un auto-scaling group, en fait, il n'y a rien de forcément compliqué. Vous attachez juste les VM à leur création et vous leur dites de rejoindre l'auto-scaling group que vous avez créé au préalable. À partir de là, dans votre auto-scaling group, vous pouvez donner un minimum et un maximum de nombre de VM que vous souhaitez. Et vous pouvez même intervenir de manière manuelle pour dire demain ce sera 24 et pas autrement. Parce que demain c'est la finale, on connaît un petit peu l'application, on a discuté avec les développeurs et ça ne peut pas tenir à moins de 24 VM. Le auto-scaling group peut aussi changer le gabarit des VM. Donc au lieu de créer des M4 larges, ce sera des M4 X large ou X de large demain. Là-dessus, il y a quand même un travail un petit peu fin de l'administrateur système qui va être de surveiller quand même les machines virtuelles pour savoir comment se comporte l'application et surveiller également la consommation. Alors, pendant la finale, on s'est rendu compte quand même que notre service tournait, mais on a eu quand même des problèmes de performance. Pour ne pas vous mentir, ce qu'on a pondu en premier n'était pas forcément dans les objectifs. Le premier constat, c'est que les appels de la partie front sur la partie API étaient quand même très très consommateurs. Et sur ce projet, l'API est plus importante que le front, puisque l'API sert les données pour le front, mais sert aussi les données pour les applications mobiles et les partenaires. À partir de là, si l'API tombe, on occasionne directement un retard en cascade, sur tout le monde, sur les clients, sur les partenaires, sur les vidéos. La solution qu'on a prise, alors, plutôt que de partir sur cette solution, on est quand même déjà allé voir nos développeurs. On leur a dit, voilà, merci de régler les problèmes de performance. Les développeurs nous ont dit, on peut le faire, on pense savoir d'où ça vient, mais il nous faudra quand même plusieurs jours. Ça, c'est une situation connue. Bon, plusieurs jours, là, c'était pas admissible pour l'administration de système. Donc, ce qu'on s'est dit, on va quand même tenter quelque chose. On va scinder l'architecture API. On va faire 2 pools au lieu d'un. Un qui va être dédié directement à la partie frontale, et un autre qui va être dédié uniquement aux appels externes. Là, on voit bien que sur le premier schéma, on avait deux couples de VM qui étaient vraiment surutilisés par les deux services. Le fait d'être passé à ce modèle-là, en fait, ça a isolé un petit peu le front, puisque là, c'est la partie où on a un petit problème de performance, mais là, on n'a plus de problème de performance. Donc là, on a un peu réduit le scope du problème. L'objectif aussi, c'est que là, on a pu changer de gabarit, tout simplement. On a pu mettre des gabarits un petit peu plus puissants et un petit peu plus adaptés pour ces appels vraiment consommateurs du front. Et ici, on est resté directement à ce modèle-là. J'allais dire aussi, j'ai oublié un client de l'API, dont je n'ai pas parlé au début de projet, c'est le CMS en fait. Les administrateurs chez Beansport, les journalistes, ceux qui fournissent du contenu, passent par le CMS. Alors, le CMS, comment on l'a hébergé ? En fait, on n'a même pas mis ça sur une VM, on a mis ça sur un conteneur S3. On est parti sur un CMS avec la technologie AngularJS, qui nous a permis d'être basé entièrement sur des fichiers statiques. Et en fait, c'est le client lui-même qui va utiliser son navigateur pour transmettre ses appels à l'API. Ces appels à l'API sont sécurisés, donc ils sont quand même hachés, il y a un login, il y a un mot de passe, mais ils ne s'adressent pas directement à une VM, en fait, le navigateur. Il s'adresse vraiment à un conteneur S3 et ensuite, il va passer directement ses appels à l'API Beansport qui, là, on aura les VM ici. Donc on voit bien que l'API était quand même vraiment très importante parce que si on perd l'API sur ce projet, on perd même la possibilité d'éditer le contenu du site en ligne. Enfin, une dernière partie, ça va être comment livrer régulièrement en production, qui était l'un de nos challenges, et si possible, sans casser le site et sans passer par une page de maintenance. Alors, maintenant qu'on est parti en production depuis plusieurs mois, il faut savoir que on a des clients, n'importe quand. Il y a des jours où il y a peut-être 10 millions de requêtes en plus que d'autres. Mais en tout cas, ça ne s'arrête pas, y compris la nuit. Notre machine virtuelle, à sa création, on se souvient, elle déploie automatiquement l'application. Ces instructions, elles figurent dans le dépôt guide du projet. C'est assez intéressant parce que là, ça va être ceux qui committent qui vont choisir la nouvelle release qui va être déployée. Donc, si on pousse sur la branche de production, c'est qu'on en prend la responsabilité.
Alors, en général, on ne pousse pas directement sur la branche de production, on va passer par tout un mécanisme de merge request, mais en tout cas, il y a déjà un besoin de traçabilité à ce niveau-là qui correspond bien à l'architecture qu'on a visée. Alors, les mises en production, en fait, notre stratégie, c'est de les aborder comme des pics de charge temporaires. Alors, je vais m'expliquer. En fait, la tactique, ça va être d'ajouter de nouvelles machines virtuelles, tout simplement avec la nouvelle release, dans le même pool ELB que les anciennes. Là-dessus, ça impose une chose, et là, il faut en parler à vos développeurs avant. Nous, c'est ce qu'on a fait, c'est de dire, est-ce que l'application peut supporter de faire tourner 2 releases en même temps pour les clients sans impact? Alors, la plupart du temps, sur ce projet-là qui était abordé en Symfony, 99,9% du temps, oui, c'était possible, en fait. Les seuls cas où ça ne sera pas possible, et je crois que ça n'est pas encore arrivé, c'est là où vous changez le schéma d'un composant qui est hors machine virtuelle, la base de données, en fait. Si jamais votre application est vraiment dépendante d'un nouveau type de schéma et que vous avez altéré le schéma, là, vous ne pourrez pas partir sur ce modèle-là. Mais c'est un cas qui doit quand même rester assez rare. Une fois que vous avez ajouté de nouvelles machines virtuelles qui ont déployé leur code automatiquement, vous les ajoutez à votre pool ELB, vous attendez qu'elles reçoivent du trafic. Une fois que les VM ont reçu du trafic, vous commencez à détruire les anciennes. Et le but, c'est qu'il n'y ait aucun ressenti du côté utilisateur, puisque l'utilisateur pourra toujours s'adresser à une VM. Donc, comment ça marche sur un schéma? On part sur la version 1.0, schéma très simplifié, autoscaling group à 3 VM, on a mis 3. Là, notre service tourne. Ah, on vient de committer et de pusher sur la branche que la prochaine version, ce sera désormais 1.1. Donc à partir de là, votre auto-scaling group, il peut se dire, moi écoute, avec le trafic que j'ai actuellement, 3 VM, moi ça me va. Bon. Ça me va même jusqu'à ce soir, 18h. Oui, mais là, il est midi, moi j'ai besoin de passer ma mise en production tout de suite, donc je ne vais pas forcément attendre que l'auto-scaling group il commence à me créer des VM lui-même. Donc je vais un petit peu le pousser, je vais dire, tiens, maintenant tu t'en mets une 4e, puis une 5e, puis une 6e. Là, on a 3 nouvelles VM. Maintenant, on a 3 nouvelles VM, pardon. Une fois qu'on est comme ça, là, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on va commencer à les raccorder au load balancer, progressivement. Et là, on a un service avec 2 releases qui tournent. Donc là-dessus, attention aux conséquences avec vos développeurs. À partir de ce moment-là, vous pouvez directement commencer à débrancher les anciennes. On voit que, qu'à n'importe quel moment du schéma, il y a toujours eu au moins une VM derrière le load balancer. Et c'est ça qui est important, en fait. Le but, c'est qu'on ne descend jamais, dans cet exemple-là, en dessous de 3 VM, donc on n'altère pas les performances si elles étaient correctes avant. Votre mise en production est passée sans altérer le trafic et sans ressenti côté utilisateur. C'est important quand même de toujours viser avec l'autoscaling, le descaling également, puisque votre budget n'est pas forcément illimité. Ce qu'on a obtenu, c'est quand même une plateforme très réactive, c'est qu'on peut changer les gabarits à tout moment. On peut décider que demain on passera à du M4X large, si l'on le souhaite. On peut ajouter des machines virtuelles dès que nécessaire, ou même en prévision d'événements, puisque sur un projet comme Beansport, on a des événements en fait tous les jours. Tous les jours, il se passe quelque chose, il y a des pics de charge très fréquents. En cas de charge, on a du scaling automatique. Donc en général, on n'a pas besoin d'aller créer des VM maintenant. Ça se crée tout seul, directement. On a même mis du scaling sur toutes les briques, y compris le Sunboard. En fait, même le transformateur d'image est même lui-même parti dans un auto-scaling group. On a juste fait attention de ne pas laisser des données sur la VM. Si la VM s'en va, c'est-à-dire avec auto-scaling et avec auto-descaling, on ne doit pas avoir d'impact pour les utilisateurs. Les MEP n'interrompent pas le service, et puis en un temps raisonnable, bon, il a quand même fallu écrire la procédure, mais on peut changer de région si besoin. Les bénéfices du projet, alors on a compté. En 2015, on a commencé en début d'année, en cours d'année, pardon. On en a été à 525, puis plus de 800 en 2016, en création de machines virtuelles. Donc là, je vais compter la création de nouvelles machines virtuelles pour les développeurs, la création de nouvelles machines virtuelles avec l'autoscaling. En mise en production, on en a fait un petit peu moins qu'espéré. On a un petit peu plus groupé, mais on a quand même fait près de 10 mises en production par mois, sans interrompre le service. On a une disponibilité qui n'est pas à 100%, je ne vais pas vous mentir. De temps en temps, il y a eu des bugs. Hein. C'est-à-dire, c'est pas forcément parce que vous livrez en production quelque chose qu'il y a toujours une VM derrière le load balancer que l'application ne va pas présenter des bugs pour l'utilisateur. Les bugs font partie de la vie. Donc, on a quand même réussi à maintenir
une disponibilité supérieure à 99,9 rien qu'en appliquant ce principe de design, ce qui est plutôt pas mal. Et enfin, sur la dernière ligne, on s'aperçoit que le CDN nous a quand même été très très pratique pour servir les contenus, puisqu'il a servi à lui tout seul près de 3 fois le contenu des VM dynamiques. Donc là-dessus, c'est aussi important pour avoir des performances de ne laisser que du travail vraiment utile à vos EC2. Le CPU de vos EC2 doit vraiment servir à faire du travail utile dynamique. Si c'est juste pour servir des médias statiques, ce n'est pas la bonne solution. Vous avez forcément mieux. Vous pouvez partir sur du BKTS3, vous pouvez partir sur autre chose, mais évitez les EC2 pour ça. Les bénéfices du projet, c'est que comme on a une plateforme qui est assez solide et qui est élastique, ça optimise un peu nos coûts. Et ça, la finance aime bien chez nous. En fait, on peut mieux justifier les coûts selon notre plateforme. On peut dire, voilà, demain c'est la finale de Ligue des Champions, là on peut dégager du budget. Parce qu'effectivement, on doit tenir cet événement-là, c'est prévu depuis 2 longs mois, on va créer autant de VM, on connaît à peu près notre trafic, et puis si on dépasse un peu, on dépasse un petit peu, mais ce sera en tout cas justifié. Les coûts d'infrastructure sont dépendants de la fréquentation sur l'année. Là, sur un service comme Beansport, ça se justifie aussi très bien. Alors, dans notre modèle, à Smile, les mises en production d'habitude, ce sont souvent les développeurs qui les gèrent, et puis nous, en tant qu'administrateur système, on est là au besoin pour vraiment vérifier que la plateforme se comporte bien. Là, on a décidé de fonctionner un petit peu différemment, c'est qu'on a pris la main sur les mises en production, puisque au final, il n'y a pas vraiment besoin de connaissances applicatives pour gérer ces mises en production-là. Une fois qu'un développeur a poussé sur la branche de production la nouvelle release, il n'y avait plus qu'à contacter l'administrateur système pour faire sa petite procédure avec j'ajoute des VM, je sors des VM. En fait. Ça a été très très utile au niveau organisationnel, puisque nos développeurs pouvaient vraiment se concentrer sur la qualité du code. Enfin, l'isolation des environnements et le bon cloisonnement nous a été très très utile pour éviter des déboires qu'on a eu il y a très longtemps sur d'autres projets, qui étaient que il est très facile en fait de se tromper sur les coordonnées, sur les paramètres d'une application. C'est vraiment très très facile. Il suffit juste d'oublier un tiret et 2 caractères pour passer directement sur la base de production et déclencher des écritures non souhaitées. Là-dessus, avec les exigences d'un client comme Beansport, on ne pouvait pas se permettre cet incident-là. Et le cloisonnement nous a vraiment apporté, on va dire, la sérénité globale avec tout le reste. En conclusion, pour résumer un peu cette présentation, je dirais que ce qui nous a vraiment aidé, c'est de penser système et application en même temps. Donc toujours se dire, OK, on va créer une infrastructure, mais il faut que le code suive, en fait. Moi, je veux pouvoir supprimer des VM, il faut que le code me l'autorise. Moi, je veux pouvoir mettre mes données en base, il faut que le code considère que toutes ces données sont en base et pas ailleurs. Je veux pouvoir servir des images, il faut que mes images soient sur ce bucket-là, donc il faut aussi que le code suive. Parce que si un administrateur doit pousser une image sur le bucket S3, il faut quand même que ce soit géré au niveau code. Là, avec PHP, donc le langage qu'on a utilisé, par défaut, la première solution que propose PHP, c'est tu me mets une nouvelle image, très bien, je vais l'écrire sur le disque. Là, c'est pas possible. Là, l'image, il faut aller la pousser loin avec une requête API. Et enfin, apprendre à livrer en mode stateless, donc ça, on l'avait vu. Alors, comment faire plus et mieux? Ça, c'est un projet qui a quand même démarré en 2015, donc là-dessus, on a quand même pas mal évolué. La première piste, en fait, c'est que comme notre architecture, on connaît un petit peu sa mécanique, de temps en temps, on la revoit. En fait, ça fonctionne un peu comme un code. Vous pouvez dire, demain, l'infrastructure, pour l'API, elle ne va plus utiliser 2 VM derrière un load balancer. Non, on va la faire passer par API Gateway. Voilà. Là, en fait, utiliser CloudFormation, ça peut apporter encore plus de traçabilité sur ce point précis. Les mises en production, en fait, Code Deploy, pour ceux qui l'ont déjà utilisé, ça utilise en fait un peu notre principe déjà, qui va être d'insérer des nouvelles machines virtuelles et d'enlever des anciennes. Code commit, alors nous on ne l'a pas utilisé, mais c'est une possibilité pour stocker votre repository de code. Et enfin, le service lambda, pour l'instant, c'est à l'étude sur le projet. C'est à l'étude pour le projet, spécifiquement sur la partie API. Depuis, nous avons ouvert de nouveaux services Bean. Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que comme on s'interdit de mettre des données sur les VM maintenant, il faut bien quand même garder une chose dans notre obligation d'hébergeur, qui va être les logs système, en fait. Et précisément les logs des serveurs web. Vu que vous enlevez votre VM, par défaut, votre VM, vous avez plusieurs choix, elle ne peut plus laisser les logs sur le disque, puisque au prochain descaling, ces logs vont disparaître. La solution qu'on a choisie, c'est une solution à la mode, c'est une plateforme ELK.
tout simplement. Donc ELK, Elasticsearch, Logstash, Kibana. Ça fonctionne très très bien avec Amazon, parce que Elasticsearch, lui, peut partir directement sur un cluster à 3 nœuds, ce qui correspond déjà aux zones de disponibilité. Donc si vous créez, et c'est ce qu'on a fait, 3 VM EC2 dans le cloud, vous pouvez définir votre Elasticsearch là-bas, et ensuite vous installez juste un agent qui va exporter les messages des EC2 directement vers une brique Logstash qui est elle-même sur les VM Elasticsearch. Et là, dessus, vous alimentez votre moteur de recherche. C'est assez intéressant parce que, sans partir trop sur l'APM, ça a aidé pas mal de nos développeurs à l'époque à comprendre comment se comportait la plateforme. Il faut savoir qu'au début du projet, on ne savait pas comment les clients allaient réagir face à un nouveau service tel que Beansport. Donc on voulait vraiment savoir quelles étaient les rubriques les plus consultées, quels étaient les chemins les plus appelés. Tout ça dans le but d'ajouter encore plus de performance, surtout sur ces points précis. Enfin, on avait ouvert aussi un service de chat online qui doit toujours fonctionner à l'heure actuelle entre utilisateurs. Et plus récemment, en fait, on a eu, grâce à un partenariat, la redirection de quelques sites externes. On a eu NBA.com, aujourd'hui en France, qui redirige directement sur le site Beansport. NBA.com nous a quand même apporté pas mal de trafic. C'est encore pire qu'une finale de Ligue des Champions le premier jour. Là-dessus, quand vous avez une plateforme élastique, c'est vraiment très très pratique. Voilà, nous arrivons à la fin de la présentation. N'hésitez pas à nous donner des feedbacks. Je vais laisser la parole à Arnaud. Désolé. Merci Aline. J'espère que on a répondu aux attentes de cette session. Je pense que c'était un bon retour d'expérience d'un cas concret. Donc n'hésitez pas à aller directement sur le lien de cette session pour donner vos feedbacks, prendre vos retours en espérant que vous avez apprécié. Et l'équipe de Smile ainsi que John vous attend juste à la sortie si vous souhaitez échanger un peu avec eux sur cette expérience qu'on a partagée. Merci à vous.